Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite à suivre le sommaire. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, LGT News. Japon, un arbitre n'arrive pas à sortir le carton jaune. Ça fait le buzz. Ligue 1, Ligue 2, pourquoi tant d'entraîneurs limogés? Vos avis sur la question LGT seront les bienvenus au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. La question est donc posée ce soir sur le cas des entraîneurs. Ligue 1, Ligue 2, pourquoi tant d'entraîneurs limogés? Et bien sûr, vous pourrez participer à l'émission en nous appelant sur le téléphone de la 3, dont le numéro est le 27 21 59 93 99. Sinon, vous avez toujours la page Facebook de la 3 à votre disposition. 90 minutes d'émission en direct en votre compagnie. C'est chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Pour ce soir, on ne dérogera donc pas à la règle. Avec les autres membres de la team, ils sont là, ils sont bien présents. Il s'agit de Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. De Aimé Tchétché, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. De Coach Kouadio Georges, bonsoir. Bonsoir la toute belle. Merci beaucoup. Et du retour de Balo. Bonsoir Marie-Christine. Balo, bonsoir. Balo, attendez que je dise Balo, bonsoir. Oui, mais bon. Oh, tellement vous avez hâte de reprendre du service. Bonjour Balo. Bonjour. Est-ce que je dis bonjour? Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, donc d'attaque Balo. Si. Ça se sent. Ça se sent. Oui, ça se sent. Ok, la première rubrique de l'émission Balo, c'est... Le focus. Franchement, il y a longtemps, il n'a pas travaillé. LGT News. Voilà, très bien. Allez, vrai. l'essentiel de l'actualité sportive, c'est bien ici. Hein. On démarre avec LGT News. On y va. LGT News. Basketball pour entamer les news de ce mardi. Moussa Diarra dresse le bilan de sa première année de gestion. Un an après son élection à la tête de la Fédération ivoirienne de basketball, Diarra Moussa était face à la presse ce matin au siège de la dite fédération à Marcory pour dresser le bilan de sa première année de gestion. Même s'il refuse de s'auto-juger, le patron actuel de la FIBB se réjouit d'avoir remis sur les rails toutes les compétitions domestiques dans toutes les catégories et de voir toutes les sélections, aussi bien chez les hommes que chez les dames, représenter dignement la Côte d'Ivoire sur le continent et ailleurs. De nombreux acquis pour lui qui méritent d'être améliorés et pérennisés pour le repositionnement du basketball ivoirien. En termes de perspective, l'objectif est de relever le défi des financements et l'élargissement des infrastructures. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui se repose sur ce que les autres ont fait. Chaque président qui est passé au niveau du basketball, j'estime qu'il a apporté quelque chose. Il a apporté quelque chose. Et c'est ce qui nous a amenés là. Je n'ai pas de prétention d'avoir une science infuse ou de faire mieux que les autres. Je pense que j'essaie d'apporter ma contribution. Ma contribution, ça va être orienté d'une manière. Peut-être que demain, elle ne sera plus d'actualité. Peut-être que demain, ce ne sera plus la bonne vision. Mais pour l'instant, j'essaie d'apporter cette petite pierre à l'édifice. Scrabble, partie mondiale des jeunes automne 2024. Zelika détrône Fabiola. Sangalba Zelika est depuis samedi la nouvelle reine du tournoi international de Scrabble dénommé Partie mondiale des jeunes automne 2024 disputé à la médiathèque Henriette Diabaté à Atikoubé. Avec 848 points, soit 93,63%, elle détrône la championne de l'année 2023, Beda Fabiola, deuxième à l'issue d'une première série de 3 tournois qui se terminera l'année prochaine avec la partie mondiale des jeunes printemps 2025 en février et le simultané mondial des jeunes en mars 2025. Dambélé Rebecca complète le podium. 18 participants ont été enregistrés par l'organisateur principal, Scrabblers sans frontières du président Hamilton Nyangui. Notons que ce tournoi a été organisé en marge de la caravane Mots contre mots, visant à sensibiliser sur les grossesses en milieu scolaire et la scolarisation des jeunes filles. À cet effet, 3 panels ont été animés par d'éminentes personnalités au nombre de 8.
Sangalba Zelika s'est félicité pour sa performance. Il en est de même pour l'initiateur principal. C'est une joie immense qui m'anime aujourd'hui car ça fait des années que je veux détrôner Beda Fabiola et aujourd'hui j'ai pu le faire en m'amusant. Aujourd'hui, nous avons lancé la caravane de sensibilisation sur les grossesses en milieu scolaire. Et j'avoue particulièrement que j'ai été agréablement surpris de voir l'engouement des jeunes, de voir que les parents ont répondu nombreux à cet appel et les messages des panélistes ont été très bien perçus, de sorte qu'à ce que la caravane ait de très belles augures les jours à venir. Le débrief des news, Naby Keïta retrouve du service et on en parle avec Emechichi. Oui, Naby Keïta, le joueur guinéen, aujourd'hui âgé de 29 ans, a signé en Hongrie dans le club de Ferencváros. Oui. Voilà, club classé deuxième du championnat hongrois à l'heure actuelle. Ce garçon qui a fait le beau jour de l'équipe nationale de Guinée, 58 sélections pour 12 buts marqués. Naby Keïta a été champion d'Angleterre avec Liverpool en 2020, vice-champion d'Allemagne avec Red Bull Leipzig avec, en 2017, vice-champion. Voilà, c'était un grand footballeur, mais qui en dehors de sa vie de footballeur, mène dans la lignée des Neymar. Il est un peu dans la lignée des Neymar. D'accord, on comprend. Merci beaucoup de me comprendre. Et ce n'est pas très conseillé. Et donc, c'est un joueur de qualité qui part dans un championnat pas très connu. Hein, pas très connu, même si ce club joue les premiers rôles en Hongrie et souvent en Ligue des Champions. Je pense qu'il est pratiquement vers la fin. Il a été prêté pour 1 an. Oui. J'espère pour lui qu'il va revenir après une très belle saison. Mais c'est un footballeur que j'aime beaucoup. C'est un milieu polyvalent, c'est un milieu de terrain très à l'aise, balle au pied. Aujourd'hui, pour moi, il aurait pu faire la carrière du Sénégalais, l'avancement Sénégal, Sadio Mané. Mais sur la fin, il me déçoit pour des raisons que j'ai expliquées plus tôt. Mais Tchétché, vous avez joué au football. Hein. Est-ce qu'il a le physique d'un homme de 29 ans? Naby Keïta, là, que je vois là. Ben, on dit qu'il a 29 ans, et moi je prends ça comme ça, il a 29 ans. Voilà. Ouais, mais pour Tchétché, je souhaiterais qu'il aurait pu mettre le doigt sur un aspect qui est très important, c'est moralement qu'un joueur, et puis d'une manière éducationnelle, doit apporter à ceux qui arrivent. Et Naby Keïta n'est pas un exemple en ce sens. Il faut dire que s'il en a souffert, c'est parce qu'il a voulu lui-même avoir une vie qui est difficile, compatible avec le football. Donc quand on est footballeur, il y a un minimum à respecter. Il y a à respecter l'employeur, il y a à respecter le travail même qu'on fait, et il y a à se respecter et savoir que c'est un phénomène populaire qui appelle des jeunes gens qui arrivent et qui suivent, qui sont toujours à la télé, qui suivent. Il a un modèle. Et qui est un modèle. Bon, mais je ne pense pas que ce monsieur de 29 ans ait été vraiment, ou bien est un modèle en tant que tel. Et moi, si je le dis ce soir, c'est parce que je souhaite que nos enfants, nos petits-enfants, ces jeunes gens qui veulent embrasser le sport, le football surtout, ne fassent pas comme certains qui ne sont pas des exemples. Voilà. Donc ça, c'était Naby Keïta qui reprend du service. Par contre, on fait un tour au Portugal avec Nani. Nani qui raccroche les crampons. Balou. Oui, le virevoltant joueur, l'ex-joueur de Manchester United qui raccroche effectivement les crampons. On se souvient d'un joueur très virevoltant, à l'aise sur les 1 contre 1. Ça, c'est pour ses qualités. Mais pour le palmarès, c'est 17 titres glanés avec Manchester United, dont un titre de champion d'Europe avec le Portugal. Et il a connu plusieurs clubs, mais hormis Manchester United, on a Venise, on a le club de Fenerbahçe en Turquie, on a Orlando City, on a bien sûr l'équipe de Valence. Donc oui, il y a de l'expérience, il y a eu de grandes qualités montrées par le joueur Nani. Et il faut savoir qu'il a eu des déclarations teintées d'émotion sur les réseaux sociaux. Il a rappelé que c'est avec le sentiment du devoir accompli qu'il croit qu'il a accompli donc une belle carrière
Et c'est sur ce qu'il donc raccroche les crampons et qu'il a pris le temps de prendre une décision très très importante pour lui. Donc véritablement c'est une page qui se tourne encore du côté du Portugal après la retraite de Pep. On a eu des joueurs comme Manuel Rui Costa, comme Abel Xavier, ça c'est par le passé, ça c'était une ancienne génération, mais on a une autre génération qui est en train de fermer la porte et laisser une autre génération monter, celle des Joao Félix, des Bruno Fernandes, des Bernardo Silva. Donc on voit bien aussi que malgré le départ de grands champions au Portugal, qu'il y a un grand vivier de footballeurs dans ce pays qui reste, on va dire, en tout cas un grand pays de football. Nani qui prend donc sa retraite à 38 ans. Non, ça dit qu'il est un peu un digne héritier du grand Eusébio. Je passe le contrôle de mes 2 aînés. L'un des grands attaquants du Portugal des années 60, qui a été meilleur buteur de la Coupe du Monde en 1966, qui a terminé 3e avec le Portugal et qui a même gagné le Ballon d'Or. Donc Nani ressemble un peu à Eusébio, grand bonhomme des années 60. Il a le même style également dans le jeu que Luis Figo, autre virevoltant ailier du football portugais, qui lui a été Ballon d'Or dans les années 2000. Donc Nani, c'est le prototype de l'ailier typique, qui aime le couloir, le débordement, le centre en retrait, les frappes lointaines. Il a été un joueur formidable. Moi, je me rappelle encore de quelques matchs qu'il a livrés avec l'équipe de Manchester United du côté de l'Angleterre. Il était phénoménal dans les 2 couloirs. Vraiment, c'est un grand joueur qui part. On n'a pas ses nouvelles sur ces dernières années, malheureusement. Mais là, il part. Maintenant, quand je le regarde partir comme ça, il y a Pepe, défenseur du Portugal, qui est parti également. C'est un peu la génération de Cristiano Ronaldo qui est en train de partir. Bon, Stéphane, on va poursuivre avec on part juste à la Ronaldo va partir aussi. À tout de suite, très cher. Félicitations. À tout de suite. De retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. On poursuit donc le débrief des news avec Nani qui raccroche les crampons. Stéphane, je conclue en 2 mots. C'est que bon, il y a Pepe qui a pris sa retraite. Nani a pris sa retraite. Les 2 ont fait partie de la génération Cristiano Ronaldo sur une certaine épopée portugaise. Oui. Est-ce que maintenant Cristiano Ronaldo, l'un des derniers dinosaures de cette génération-là, va mettre fin à sa carrière? Nos regards sont tournés vers Cristiano Ronaldo maintenant. D'accord. Voilà, juste ça. MHG, c'est plus de 2 mots. Hein, oui. Franchement, il a beaucoup à dire sur Nani. C'est quand même moi, quand même. Coach Kouadio Georges, oui, vous vous exprimez aussi sur le cas de Nani. Non, Nani a été un très, très grand footballeur. Il a apporté à ce pays qu'est le Portugal. Et à tout temps, quand il avait une action, c'est un bon débordement, c'est un centre, il avait une grande vision, c'est quelqu'un qui anticipait ses actions, qui avait le dribble. Le 1 contre 1 était son dada, comme on pourrait le dire, et c'est un garçon qui aujourd'hui peut-être aura des regrets en partant parce que laisser le football comme ça, c'est pas facile, mais je pense qu'il y a aussi l'âge et il y a tout ce qu'il a eu, il y a des blessures, tout. Bon, un joueur, quand on a le sentiment du devoir accompli, on ne regrette pas quand on a le devoir, on a le sentiment du devoir accompli. Mais sauf que lâcher le football, quand on a été grand joueur, c'est pas facile. C'est pas facile. D'accord, très bien. C'est bien noté, en tout cas, Nani qui raccroche les crampons à 38 ans. Et puis, nous, on va passer au focus. Le focus, la rubrique préférée de Ballot. On y va. Et on part donc pour la 13e journée, le point de la Ligue 1, la 13e journée, et la 12e journée de la Ligue 2. La Ligue 1 était à sa 13e journée donc ce week-end, tandis que la 12e journée de la Ligue 2 s'est achevée cet après-midi au stade Robert Champroux avec le match Africa Sport ES Aboville. Les 2 équipes se sont neutralisées 0-0. Bon, Amichiche, je vous regarde. Oui, mais l'Africa Sport est en train de jouer avec le feu. Sur ces derniers matchs de première partie. Un match nul avec une très belle équipe de l'Africa Sport, d'ailleurs, il faut le souligner, qui a touché 2 fois le bois, la barre transversale, et puis finalement qui a fini 0-0. Mais il faut reconnaître qu'ils avaient en face une très belle équipe d'Aboville. Même si l'Africa Sport a produit du jeu, une très belle qualité de jeu, comme d'habitude. Elle avait affaire à une grosse équipe de Aboville qui n'est pas dans le trio de tête pour rien. C'est une très belle équipe d'Aboville. Je pense que
il faudra faire très attention à cette équipe. À cette équipe de AS Agboville. Oui, l'Africa Sport continue de perdre des points à domicile. J'espère qu'ils n'auront pas à le regretter en fin de compte. Ah, on espère. L'Africa Sport qui a manqué, on peut le dire, hein, le coach face à l'AS Agboville. Balo. Mais heureusement, je pense qu'ils se sont en sortis face à Yamoussoukro. Je pense que ça avait été l'objet d'un débat sur ce plateau, c'est de savoir si l'Africa a négocié un virage dangereux face à Yaoundé. Je me souviens que j'avais dit qu'il y avait des 4 matchs en retard. Ça ne signifiait pas que l'Africa était à l'abri et ça prouve que j'avais raison. Puisqu'ils sont en train, juste après leur victoire de Yamoussoukro, perdre des points essentiels sur certaines rencontres. Mais ce qui veut dire qu'ils ont tout simplement bien fait de battre l'équipe de Yamoussoukro parce qu'en cas de défaite face à Yamoussoukro, c'est clair que l'Africa allait être distancée. Donc, pour dire que, pour moi, mathématiquement, rien n'a encore joué. L'Africa peut encore se reprendre. Et je pense que la satisfaction, au-delà du résultat qui est attendu, c'est qu'il y a du jeu qui est produit. Et vous savez qu'en football, c'est la base. Lorsque du jeu est produit, je pense que les résultats, à un moment donné, vont venir. Donc, je pense que c'est peut-être la pointe de satisfaction. Mais est-ce que aussi le rythme d'un match tous les 3 jours ne desserve pas finalement aux Aiglons? Non, mais c'est vrai que c'est une situation qui est assez déplorable. Ce n'est pas l'Africa seule d'ailleurs. Hein. Après toutes les équipes qui ont participé aux compétitions africaines, quand elles reviennent, les matchs en retard enchaînés sur 3 jours sont difficiles. L'équipe de Iska a eu des difficultés également avec ces différents matchs en retard parce que jouer chaque 3 jours, les équipes ne sont pas préparées pour, il n'y a pas l'effectif pour, il n'y a pas le professionnalisme pour, ce n'est pas comme les clubs européens. Donc forcément, ça fatigue un peu les équipes. Là, l'Afrique, par exemple, sur ces matchs en retard, il y a eu la défaite contre Donkov, 1-0. Ensuite, match nul face au WAC, 1 but partout. Heureusement, il y a la victoire face à l'Effimer, 2-1. Il manque un 4e dernier match, c'est contre l'équipe de l'Asie. Bon, c'est un bon calcul pour l'Africa parce qu'en l'état actuel du championnat à l'Africa, le même nombre de points qu'Agboville et Yamoussoukro, les équipes ont fait 4 points, mais l'Africa a un match en moins. Mais à la vérité, l'Africa a pris 4 points seulement sur ces matchs en retard. C'est un peu dommage, mais évidemment, le fait de jouer chaque 3 jours, c'est assez difficile. Maintenant, après, pour le match du jour, Agboville, c'est une très bonne équipe. Agboville, c'est une très bonne équipe qui est sur le podium depuis après sa victoire lors de la 8e journée face à Bouaké. Agboville était leader de sa poule, Yamoussoukro était 2e. Et là, depuis, Agboville flotte avec le podium, 2e, 3e place. C'est une très bonne formation. Le président Abramovic, comme on l'appelle, est en train de bâtir une très belle équipe. Il va falloir cette année, sur cette poule A, compter avec 3 formations, dont Agboville, pour la suite des événements. Donc, ce match nul-là, je pense que ce n'est pas tout à fait démérité pour l'Africa Sport d'Abidjan, parce qu'Agboville est une très très belle formation. Oui, coach Kwadjo. Non, on ne peut pas dire que l'Africa, en faisant un match nul contre Agboville, il faut encenser l'Africa. Non, je dis que l'Africa, c'est une équipe qui a joué, qui a été plusieurs fois champion de Côte d'Ivoire, qui a joué la Coupe d'Afrique. À Tata Raphaël, ce n'est pas une petite équipe, c'est une équipe. Comme je le dis toujours, c'est une équipe historique. Nous devions, cette équipe-là doit pouvoir aller gagner ces matchs, faire son résultat. Ce n'est pas le fait d'avoir bien joué, de tenir le ballon. Non, il faut être performant, il faut marquer, il faut gagner ces matchs. Et pour moi, l'Africa, on ne sait jamais. Il faudrait gagner les points maintenant et puis ne pas le regretter plus tard. Mais ça, c'est l'Africa d'avant. Africa de maintenant, non, on te parle d'Africa. On parle pas d'Africa général. Merci beaucoup, coach. On parle d'Africa. Donc, finalement, on peut le dire, Métiché, la bataille pour la montée avec Yamoussoukro FC et l'US Agboville s'annonce très rude, vu cette très belle équipe, justement, d'Agboville. Ah oui, il y a des équipes de qualité dans cette poule, l'Africa Sport, l'équipe de Yamoussoukro, mais ensuite l'équipe d'Agboville. Et ce n'est pas pour rien que les Aiglons perdent des plumes au fil des matchs. Voilà. Là, sur les 3 ou 4 derniers matchs, l'Africa, Stéphane l'a dit, ils ont pris que 4 points sur 12. C'est vraiment peu. C'est vraiment peu. Et dans le compte final, ça risque d'être très, très important. La saison dernière, l'Africa était en tête du classement avec 8 points. Et puis, au fil des matchs, tout s'est amenuisé. Jusqu'au match fatidique contre Tchologo, où il fallait absolument gagner. L'Africain ne l'a pas fait.
Et cette année, je comprends un peu l'inquiétude de la préoccupation de coach Kouadio Georges. Coach Kouadio Georges, oui, disons que l'Africa doit montrer autre chose que ce qu'elle montre en ce moment. C'est vrai, c'est l'Africa Sport, mais les époques sont totalement différentes. Hein? Les époques sont totalement différentes. L'Africa évolue en 2e division, il faut le savoir. Et malgré tout, elle est quand même dans le peloton de tête avec un match en moins au classement. Et voyons justement les résultats et les classements dans les groupes A et B à l'issue de la 12e journée de la Ligue 2. Oui, donc pour la poule A, l'US Benjerville a battu l'Asie d'Abengourou 3-1. L'Amphira s'est incliné 2-1 face à ADFK. L'Espérance du Boaké a fait match nul, 1 but partout face à Aléfim. Yamoussoukro a fait le même résultat face au WAC. L'Espérance d'Issia a battu Issia Ouazi dans le derby d'Issia, 1-0. L'Agir FC a battu Donkoff 2-0 et l'Africa a fait 0-0 face à l'US Agboville. Dans le groupe B. Oui, donc ça c'est le classement déjà de la poule A. On voit bien que Yamoussoukro est en tête avec 24 points et un goal average de plus 14, ce qui peut compter dans la dernière ligne droite. L'Africa a donc 24 points ex-aequo avec un goal average de plus 8. Agboville aussi est ex-aequo avec 24 points. Plus 7, ça c'est pour le trio de tête. Et pour les relégables, on a donc l'Amphira 12e, Efim 13e, Issia Ouazi, lanterne rouge. Et maintenant dans la poule B. Donc pour la poule B, Songo FC a battu l'AS Standard 2-0. AS Divo a disposé de l'USC Bassam 1-0. Le COE Sport a perdu face à Leader Sport Club 2-1. US Fermier a fait 0-0 face au RFC à Boisseau. Le CO Boisflé s'est incliné 1-0 face au Sporting Club de Gagnois. L'US Tchologo a fait 1-1 face à Sirocco. Et le FC Diaké a fait un match nul et vierge 0-0 face à l'US Bafing. Le classement. Donc pour le classement, le Sporting Club de Gagnois est en tête avec 26 points plus 9. Suivi donc de l'US Tchologo qui a 2 points de retard sur Sporting Club de Gagnois avec un goal average de plus 6. US Bafing avec 23 points. On voit bien que c'est très serré dans le trio de tête avec plus 6. Et pour les relégables, le CO Boisflé 12e, 10 points moins 5. Sirocco 13e, 10 points moins 6. Et l'USC Bassam 6 points moins 7. Donc dans le groupe B, finalement, on peut dire que le Sporting Club de Gagnois a pris son envol. Roger Stéphane. Oui, on va peut-être le dire, hein, parce que quand même, c'est 2 victoires consécutives pour la formation du Sporting Club de Gagnois. 1-0 face à l'AS Standard et 1-0 face à l'équipe de Boisflé. Ça fait 26 points. Ouais, le Sporting a trouvé la cadence parce que l'inquiétude du début de saison était de savoir comment est-ce que la mayonnaise allait prendre par rapport à des joueurs qui ont été recrutés un peu ça et là. Bon, je pense que ça commence à monter crescendo et bien du côté de Gagnois. J'ai vu d'ailleurs une image de l'ambiance dans le cas du Sporting après sa victoire. Une superbe ambiance. On sent qu'il y a vraiment une envie du côté du Sporting Club de Gagnois et c'est très bien. Là maintenant, Tchologo est décroché à 2 points. C'est Tchologo qui était le leader de cette poule B depuis le début de la compétition. Là maintenant, Tchologo est décroché à 2 points. On va voir maintenant comment Gagnois va bien gérer cette avance jusqu'à la fin de la saison. Mais j'avoue que comme on avait annoncé tous un peu en début de saison, il y a un petit quelque chose qui est en train de se faire du Sporting Club de Gagnois. On sent que cette équipe-là a des armes, a les arguments, a les moyens et l'organisation qui s'est mise en place pour revenir au niveau de la Ligue 1. Bravo à Gagnois qui a pris le pouvoir dans cette poule B devant l'équipe de Tchologo. Du coup, est-ce que l'équipe de Tchologo et aussi l'équipe de l'US Bafing, est-ce que ces 2 équipes-là pourront suivre le rythme imposé par Gagnois? Je pense que 2 points, c'est peu. Une chose est sûre, le Sporting n'aura pas la tâche facile. Entre Tchologo et le Sporting Club de Gagnois, comme on dit, quelqu'un va payer pour le groupe. Oui, et c'est en cela que les différentes montées là, dans les poules, pour moi, doivent être revues. Parce que quand on regarde les 2 poules, on voit qu'il y a 4 équipes, au moins 4 équipes par groupe qui méritent de monter en première division. Voilà, au moins 4 équipes. Et là, le Sporting est en train de sortir la tête de l'eau, en train de prendre les rênes. Mais 2 points, c'est vraiment insuffisant. Ils ne doivent pas s'en contenter. Ils doivent gagner tous leurs matchs. On n'est qu'à à la 12e journée des phases allées. Et la course va être très, très difficile pour le Sporting.
Oui, coach Georges. Oui, mais c'est ce qu'on aurait souhaité pour le Sporting Club quand même. Comme je le disais ici par rapport à l'Africa, le Sporting Club aussi, c'est une équipe qui a beaucoup animé le championnat de première division ici, avec ses supporters Choco. Tchétché Aimé le sait mieux que moi, il a joué dans ce club-là. Donc voilà un club qui a tellement apporté dans ce pays. Quand je parle de Sporting, je vois Maka Keïta, je vois Claude Jean, je vois des gens qui ont apporté Ahmed Ouattara. Vous l'avez entraîné aussi, il faut le dire. Oui. Voilà. Voilà, cette équipe-là ne doit pas rester là comme ça. Donc, j'ai un petit penchant pour cette équipe du Sporting Club quand même, au Cap-Patrognois qui a apporté à cette Côte d'Ivoire-là. Et puis, 26 points, déjà, c'est pas rien. C'est pas rien parce que voilà l'Africa qui a 24 et le Sporting en a 26. Donc 2 en plus, c'est pas rien. Et si le Sporting tient toujours comme ça, je pense qu'avec 2 points même, on peut être champion. Non, on va avancer maintenant avec l'étonnante équipe l'Espérance d'Issia. Ballot. Oui, donc vous savez que c'est toujours comme ça hein, au niveau des classements. On a des équipes qui arrivent à sortir leur épingle du jeu. Pour le début du championnat. Mais moi, la question que je veux poser, c'est est-ce que cette équipe ne va pas s'essouffler? Parce qu'on a eu la grosse surprise qui était l'US Chologo, qui avait même réalisé un clean sheet, plusieurs clean sheets en début de compétition et qui maintenant se retrouve 2e du classement. Donc oui, c'est une équipe quand même qui est assez solide, l'Espérance d'Issia, qui arrive à produire du jeu, à avoir des résultats. Mais maintenant, il faut pouvoir avoir l'effectif pour pouvoir prolonger cette bonne dynamique. Mais pour le moment, moi, je doute du fait que ça puisse se prolonger jusqu'à la fin du championnat. Oui, Stéphane, Issia? J'avoue que c'est une équipe que je ne suis pas très bien en ce moment au niveau de cette Ligue 2. Par contre, sur sa dernière actualité, je crois qu'il y a un contrat, il y a un repreneur qui a pris cette équipe au niveau de la Ligue 2. Est-ce que ce regain de vitalité en termes de finances est en train de faire du bien à cette formation? Je ne la connais pas particulièrement, mais sur l'actualité, parce que j'ai vu qu'on a un aîné de la communication, c'est bien ça, Batremi Nabo, qui est l'un des dirigeants du club. Donc j'ai vu l'information sur les derniers jours. Ça me permet de bien regarder cette équipe, mais j'avoue que je ne la suivais pas de près. Mais en même temps, ça montre un peu la vitalité du football du côté de Issia. Ça fait 2 bonnes équipes à Issia. Bon, c'est bien, mais je pense qu'à partir de maintenant, je vais jeter un coup d'œil particulier sur cette formation-là. Et là, dans cette poule, on a 3 équipes à 24 points. 3 équipes à 24 points. L'autre côté, dans la poule B, c'est... 3 équipes à 24 points également. 3 équipes à 24 points également. Donc, c'est un championnat qui se tient, qui est très fort, où il y a des équipes qui, à mon avis, qui méritent quand même de monter en Ligue. Par contre, là... Déjà, messieurs, voyons s'il vous plaît, hein, la Ligue 1 qui était à sa 13e journée, parce que là, on était à la Ligue 2. Donc, voyons les résultats, le classement au terme de cette articulation. Oui, donc par rapport aux résultats, on a le Racing Club qui bat le Lys de Sassandra en but à 0. Le Racing qui est en train de sans doute retrouver des couleurs. Zoman FC qui bat Boaké FC un but à 0. Le Stella Club qui est battu par la FAD un but à 0. FC San Pedro qui étrille la SOA 4-1. Iska qui fait un but partout face au CO Korogo. Le Sol FC qui fait également 2 buts partout face au FC Oza. Et les 2 matchs ont été reportés. Hein. Les 2 matchs du Stade d'Abidjan face à Mouna et la SEC Mimosa qui devait en découdre avec l'AS Dengueli. Le classement? Oui, donc pour le classement, on a la FAD qui continue, si vous voulez, qui conforte sa place de leader avec 30 points plus 14. On a le deuxième, Stella Club, 22 points plus 7. Zoman à égalité de points avec un goal average inférieur, avec un goal average de plus 2. Et pour les relégables, on a l'AS Dengueli, 11 points moins 3. Le Racing Club, 10 points moins 11. Et 16e, le CO Korogo, 9 points moins 1. La FAD qui garde sa place de leader. Oui, on remarquera la chevauchée incroyable de l'équipe de la FAD qui a 30 points et qui a battu dans les ultimes minutes de ce match face au Stella Club. 1-0, je crois que c'était à la 91e minute dans le Fergie Time. Oui, c'est cela. 1-0. C'est une équipe fantastique avec une défense imprenable. Voilà. On a vu un très beau match. Et puis, dans cette même journée, j'ai également vu un très beau match de l'équipe de Korogo, bien qu'elle fasse du surplace, face à l'équipe de... Iska, ils ont fait 1-1.
une très belle équipe de Korogo, disais-je, qui a dominé le match pendant 85 minutes avant de se faire rattraper encore dans les arrêts de jeu. L'erreur des gardiens. C'est une grosse erreur du jeune gardien de l'équipe de Papaouna. En tout cas, pour revenir à l'AFAD, coach Kwadjo Georges, on peut dire que le coach Firmin fait du très bon boulot. Ah oui, il faut saluer le coach Kofi Firmin qui fait un bon boulot. Et c'est un habitué de la première division et qui est passé par Tanda, qui a fait de la Zida Bengourou, qui a fait plusieurs clubs. Même il était à l'AFAD, il est revenu après à l'AFAD. C'est un très très bon entraîneur et il faut lui souhaiter beaucoup de réussite avec 8 points quand même entre le second, le Stella et l'AFAD. Ça veut dire qu'il y a du travail qui est bien fait, un bon travail. Et donc, bonne continuation à l'AFAD, bonne continuation à ces joueurs-là, mais qu'ils ne se prennent pas une grosse tête et qu'ils continuent comme ça. Qui va arrêter l'AFAD? On a Zoma FC qui n'arrête pas de gagner. Ballot, Zoma FC. Oui, mais ce n'est pas étonnant. Je pense que c'est une équipe depuis la deuxième division qui avait en tout cas la capacité de produire du bon football. Ils avaient un buteur du nom de Siribé Valentin qui est maintenant du côté de l'étranger. Donc on voit bien que c'est une équipe qui a un socle de jeu, mais qui sait aussi avoir les joueurs qu'il faut. Et ensuite, il y a aussi l'entraîneur Abiyao aussi qui est de grande qualité, ce qui favorise pour moi l'éclosion logique d'une équipe dans cette Ligue 2. Mais pour Zoma, ce n'est pas étonnant en tout cas. Et FC San Pedro, oui. En pleine forme, en pleine forme. Le FC San Pedro, c'est d'abord 4-1 face à l'équipe l'ASOA, la Sodom Sport de l'Armée, 6-0 face à l'équipe de Boaké. C'est 10 buts inscrits en 2 matchs pour l'équipe de San Pedro. Donc, ils sont désormais 4e, l'équipe en pleine forme. Je pense qu'ils ont oublié la Coupe d'Afrique. Là, maintenant, ils sont vraiment concentrés sur le championnat et ça donne une formidable machine. Maintenant, pour Zoma, rappelez-vous, on a réussi ici à M. Mesmer sur le tournoi du TIDA, c'est bien ça? Oui. L'un des dirigeants de l'équipe de Zoma. Je lui posais la question de savoir, mais ça va? Zoma, il dit, ah oui, parce que la mayonnaise a commencé à prendre. En début de saison, on avait recruté une dizaine de joueurs. Ça ne se passait pas très bien, on était 9e, 10e. Là, maintenant, les joueurs ont commencé à intégrer parfaitement cette équipe de Zoma qui a su 4 victoires consécutives. La formation de Zoma, c'est la bonne surprise du moment. Donc, Zoma, San Pedro, c'est 2 équipes qui reviennent en force et qui se font du bien dans ce championnat national. Bon, un autre club qui enregistre sa 2e victoire, c'est le Racing Club. Coach Kwadjo Georges. Ah oui, il faut féliciter cette équipe du président Cissé qui revient parce que quand même, c'est une équipe qui a toujours montré de bonnes choses depuis 2 ou 3 ans. Et voilà que cette année, ça s'accroche dans le bas du classement. Ah, mais ils sont toujours 15e, hein? Ouais, 10 points, ils sont toujours 15e. Mais avec 3 points en plus, déjà, c'est déjà pas mal qu'ils continuent cette lancée et gagner des matchs. Et je pense que cette 2e équipe de Bouna peut-être sera... ouais, c'est une équipe de chez moi. On a bien compris. Voilà. C'est une équipe de Bouna. Non, j'ai la veux pour Bouna. Oui, le Racing. Messieurs, on peut avancer. Cette équipe du Racing nous a tellement enchantés à ses débuts que la voir à la 15e place avec 10 petits points, on a forcément un pincement au cœur. Mais la vérité, c'est qu'il arrive au Racing, vient du Racing lui-même. Oui. Parce que quand à l'intersaison, on vend la moitié ou on déplace la moitié des joueurs, ou plus de la moitié des joueurs, eh ben, on ne peut pas s'attendre à un autre résultat que ça. La saison dernière, ils étaient dans la même situation, mais après, ils ont fait venir 1 ou 2 joueurs de l'extérieur, de l'étranger. Un de leurs qui était à l'extérieur est revenu. Il était même parmi les buteurs. Voilà, je crois qu'il y a 2 saisons de cela, et l'équipe avait connu une remontée fantastique. J'espère qu'à l'intersaison, c'est une intersaison qui va être très longue, va leur faire du bien. Et je suis sûr qu'ils attendent vivement la trêve pour se remobiliser. Nous sommes en direct présentement sur la 3, comme chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Il est l'heure de voir qu'est-ce qui crée le buzz cette semaine, et c'est dans sa buzz. On y va. Alors, Japon, un arbitre n'arrive pas à sortir le carton jaune. Incroyable, c'est une image insolite qui se déroule au Japon et qui fait le buzz. Suivons ensemble. Un arbitre exerçant en première division au Japon a attiré l'attention. En
En effet, au cours d'un match opposant Shonan à Sapporo, M. Tanimoto n'a pas hésité à sanctionner Shofukuda, coupable d'une irrégularité sur son adversaire. Dans sa prise de décision, l'officiel a directement porté la main à sa poche. Mais la couleur jaune du carton a tardé à venir. Si la faute a été commise à la 83e minute de jeu, la biscotte, quant à elle, a été brandie qu'à la 84e minute, exactement 55 secondes plus tard. Cela n'a cependant pas échappé à la réalisation télé japonaise qui a été plus vive et dire pourtant que l'arbitre s'est fait aider pour extraire le précieux carton de son étui. Témoin de la mésaventure, Toya Nakamura, joueur de Sapporo, suivi de Shofukuda, lui-même fautif, se sont précipités pour prêter main forte à l'officiel. C'est finalement à 3 qu'ils ont réussi à dégainer le bout de papier. Bon, l'arbitre n'arrive pas à sortir le carton jaune et apparemment, il est même aidé par le joueur fautif. Bon, c'est... Je pense que c'est le couturier qui a peut-être mal cousu sa poche, je ne sais pas, mais le carton s'est coincé. Comment un carton peut être coincé de cette manière-là? Donc, bon, heureusement qu'il a pu, le carton a pu sortir. Hein. Ouais, là encore, bon, la faute au couturier. Là encore, c'est un carton jaune, même si il a fini par le sortir. Oui. Les jaunes, mais la légende a raconté ici en Côte d'Ivoire qu'un arbitre a sorti un carton à la place d'un carton jaune, une carte de supporter. C'est la légende qui le dit. Oula. Voilà. Ça devient terrible, donc, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est des choses qui arrivent. Ballon, donc, c'était le carton jaune. Il voulait donner le carton jaune. Le carton jaune, mais il a sorti sa carte de supporter. De supporter de quelle équipe? L'une des deux équipes joueuses. En tout cas, ce n'est pas l'Africa. Oui, Ballot. Oui, ça arrive. Je pense que le carton a dû être coincé. Peut-être que l'arbitre aussi n'a pas pris le temps de bien ranger ses cartons. Je pense que ça peut être aussi l'explication, parce que si on a bien rangé ses cartons, je pense que l'automatisme de le sortir doit être un réflexe naturel. Mais si la poche est plus petite que le carton. Mais bon, je pense que c'est pourquoi je dis que... Non, je sais pas, ça doit être vérifié, tout ceci doit être vérifié dans les vestiaires. Je pense qu'à un moment donné, les arbitres vérifient si les cartons sont en place, si... il est dans de bonnes conditions. Je pense que peut-être que lors du match, il n'a pas fait suffisamment, à mon avis. Non, moi, je veux saluer là. Bon, je pense que le carton s'est bloqué dans son t-shirt. Hein. C'est tout simple que ça. Mais moi, je veux surtout saluer le fair play du joueur. C'est-à-dire que c'est comme le voleur qui vient aider le policier à sortir les menottes pour se faire arrêter. Au Japon, c'est une grande symbolique. Hein. Là-bas, le fair play et l'humilité sont des valeurs qui sont cultivées. Parce que quand vous prenez les autres continents où on joue au football, d'abord, les joueurs passent leur temps à contester les décisions des arbitres. Ensuite, il y a de la simulation pour tricher. Mais là, au Japon, on donne une leçon. Le football peut être quelque chose de zen, dans la sportivité. Vous avez commis une faute, tout simplement, vous allez la reconnaître. Voilà, c'est parce que c'est des valeurs qu'il faut enseigner dans les différents continents, pour les différents clubs. D'autres font la bagarre. Ils émettent tous les supporters pour des récompenses. Ça fait un tollé mondial. C'est une belle leçon d'humilité, de fair play que nous enseignent ces Japonais. Bon, c'est dans la culture japonaise. Hein. Les Japonais, l'humilité. C'est une grande histoire. Mais vraiment, bravo à ces deux joueurs. Regardez, ces deux joueurs qui vont aider. Voilà, et puis l'un est sanctionné. Je trouve que c'est une très belle image de fair play. Il faut saluer ce joueur-là, vraiment. Voilà, et je voulais vous demander si on a déjà vécu ça ici en Côte d'Ivoire. Je sais que Aimé Tchétché parlait de la légende. Non, on n'a jamais... C'est juste une légende? Oui, c'est juste une légende, bien sûr. La carte de supporter, un arbitre normal, quelqu'un de normal ne va pas au terrain avec... un arbitre, surtout un arbitre avec un carton de supporter. Oui. Il a juste ces deux cartons, le rouge et le jaune, en poche. Donc, est-ce que vous avez déjà vécu ce cas-là? Non, pas encore. Je pense qu'il y a eu des moments où on empêchait l'arbitre d'enlever le carton. On bloquait la main sur la poche, le temps de lui demander pardon, alors qu'il a déjà pris sa décision. Donc, tout le zèle que vous faites, c'est zéro. Voilà, ce sont des choses qui sont arrivées, oui. On a essayé d'amener l'arbitre à revenir sur sa décision, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Coach, quoi, Georges? Oui, c'est chercher à intimider l'arbitre. Des fois, bon, les joueurs viennent ensemble crier, bon, faire du tapage, l'amener à un peu, peut-être revenir sur sa décision, mais ce n'est pas possible quand l'arbitre a pris sa décision, sauf si... en consultant les arbitres qui sont sur la touche, qu'il y a eu une erreur,
il peut revenir là-dessus. Mais sinon, quand, en âme et conscience, quand il sait que c'est une faute et qu'il a sifflé, quel que soit ce que vous aurez fait, il ne reviendra jamais sur sa décision. Et donc, il faudrait qu'il y ait une certaine éducation aussi au niveau des clubs pour que les joueurs puissent respecter les décisions des arbitres. C'est pour ça que, oui, juste une seconde, j'ai commenté avec Balo, Mac Iska Korogo hier, et à tous les coups de sifflet de l'arbitre, les joueurs se plaignaient. Ah. Les joueurs voilà, d'une équipe se plaignaient pendant 90 minutes. Voilà, ils ont alors vous laissez l'équipe. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien de. Ça sert à rien de contester les moi, c'est pas Ballot. Non, sur le plateau, là... Non, on a vu, moi, j'ai vu le match. C'était l'équipe. Non, mais moi... Bon, c'est pas ce qui crée le buzz ce soir, messieurs. Bon, on a bien compris. Voilà, on a bien compris. Non, en tant qu'entraîneur, je pense que quand les arbitres contestent comme ça, il y a une part de faute de l'entraîneur. Parce qu'il faut qu'il éduque ses joueurs et que le jeu soit respecté. Parlons donc des entraîneurs. La question LGT de ce soir, Ligue 1, Ligue 2. Pourquoi tant d'entraîneurs limogés? Et on passe à l'actu. Bien sûr, on ouvre le téléphone parce qu'on a besoin de vos différents appels, de vos différents arguments sur la question LGT. Ligue 1, Ligue 2, pourquoi tant d'entraîneurs limogés? Le 27, 21, 59, 93, 99. 11 entraîneurs ont été démis de leur fonction en Ligue 1 et en Ligue 2 avant même la fin des matchs allés. Qu'est-ce qui explique cette valse à la tête des staffs techniques des clubs? Nous, on en parle, mais d'abord, regardons cet élément préparé par la rédaction. La saison 2024-2025 n'échappe pas à la valse des entraîneurs qui caractérise le football ivoirien depuis quelques années. En Ligue 1 et en Ligue 2, on dénombre à ce jour respectivement 6 et 5 clubs qui ont procédé à un réaménagement de leur staff technique avant même la fin des matchs allés. Cela fait un total de 11 coachs limogés après 3 mois de compétition au niveau de la Ligue de football professionnel. Pour matérialiser ces séparations, on a assisté récemment à une série de communiqués publiés par les clubs concernés sur leurs réseaux sociaux. Le constat est que hormis le CO Korogo et Isiawazi, lanterne rouge de leurs championnats respectifs, après un début de saison catastrophique, les autres clubs n'étaient pas vraiment mal lotis au classement. C'est le cas notamment du FC San Pedro, de la SOA, du Sewisport et de l'AS Tanda, dont les entraîneurs ont été emportés après quelques contre-performances. Paradoxalement, d'autres clubs mal classés ou en proie à une série de mauvais résultats ont maintenu leur confiance en leur staff technique. Le Racing Club d'Abidjan, l'USC Bassam, Sol FC, Zoman FC et l'Amfiara FC en sont des illustrations patentes. Au regard de ce tableau, le mauvais classement et la série de contre-performances ne suffisent pas à justifier ces limogeages d'entraîneurs. Peut-être faudrait-il évoquer également l'impatience de certains dirigeants, de même que les conflits de compétences entre les entraîneurs et les directeurs sportifs. Dans tous les cas, cette valse d'entraîneurs n'est pas près de s'arrêter. À la mi-saison et au mercato, il faudra s'attendre à d'autres changements à la tête des staffs techniques de certaines équipes. Voilà, et avant d'ouvrir le débat sur le plateau, messieurs, je vous invite à voir la liste non exhaustive des clubs ayant changé d'entraîneur en Ligue 1 et en Ligue 2 depuis le début de saison. Oui, donc pour la Ligue 1, on a du côté de l'AS Denguélé, M. Kessier-Gervais qui a été remplacé par José Lopez Morales. Pour le FC San Pedro, on a Fofana Sekou remplacé par Maxime Guamene. Voilà, donc au niveau de la SOA, Koulibaly Choualio remplace Désiré Kouadioala. Iska, Maxime Guamene remplace Jean-Christophe Gatcap. Le FC Oza, Michel Bendé, limogé, intérim assuré par les adjoints. Et au niveau du CO Korogo, ce rejoint remplace Nyakala Yassi. Pour la Ligue 2, on a Isiawazi, Pierre Mariotti qui remplace Soumoro Lassina Barizi, Di Barizi. Sewisport, Dike Pacom Désiré remplace Alain Yoncian. AS Divo, Dosso Mamadou remplace Dali Okayue. Songon FC, Diomandé Moussa remplace Sorojan et AS Tanda. Au niveau de l'AS Tanda, on a Sérédier qui remplace Bas Clément.
Pourquoi tant d'entraîneurs limogés en Ligue 1 et en Ligue 2? On part donc pour le tour de table. N'oubliez pas, un très cher téléspectateur, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Coach Kouadio Georges, on vous écoute. Je pense que il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ceci. Plusieurs entraîneurs limogés. Si, pour ma part, je pense que les entraîneurs eux-mêmes doivent être responsables. Parce que vous signez un contrat et quelque part, on entend insuffisance de résultats. Ça veut dire quoi? Moi, je ne sais pas. Prenons un institut ou bien un professeur qui n'a pas réussi. Les élèves, on a eu peut-être 33%, bien 5% de réussite. Alors, il faut le dégager, il faut le sortir. Donc, je pense qu'il n'y a pas de patience au niveau des dirigeants. Il faut un minimum de patience. Mais sur ce point, je dois saluer Maître Roger. Maître Roger Wounien, à la SEC, rarement on a vu Maître limoger un entraîneur en pleine saison. En pleine saison. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas les mêmes entraîneurs qu'il prend? C'est les mêmes diplômes qu'ils ont. Mais lui, il a la patience. Il sait en interne comment parler à ses entraîneurs, comment les amener à être performants. Donc, je pense que les dirigeants ont un exemple, qu'ils aillent vers le sol béni, échanger avec Maître et qu'il leur donne de son secret. Et aussi, il faut dire aussi que au niveau des entraîneurs, je souhaite qu'il y ait un peu de passionnés, un peu de passion dans leur métier et que ces entraîneurs-là aillent fouiner un peu, soient curieux, aller chercher, qu'il y ait un groupe d'entraîneurs qui puissent travailler ensemble, qui puissent parler ensemble. C'est très important et on peut apprendre de ses amis. Il ne faudrait pas se gêner. Okay. Ça, c'est très important et qu'il faille aller même chercher la connaissance ailleurs. Nous autres, on a payé de notre propre poche, on est parti en Europe, on est parti en France, on est parti en Allemagne, on a payé de notre propre pour aller chercher la connaissance. Se former davantage. Pour se former davantage. Il ne suffit pas d'être formé là et pour dire que c'est suffisant. Et puis, je dis aussi qu'au niveau de la fédération, moi, j'en veux, enfin, je pense que la fédération doit faire son travail parce que depuis que Yo Martial, les titulaires Yo Martial et puis Nguessan Clément sont partis, il y a eu toujours des intérims, mais il faut. Et puis, on chamboule. Au niveau de la formation. Donc, pour moi, il faut qu'il y ait une bonne équipe au niveau de la direction technique nationale qui puisse avoir cette formation-là et qu'il n'y ait pas à toujours... Il n'y a pas de directeur technique, il n'y a pas de ceci, non, c'est pas bon. Très bien. Nous avons un appelant. Monsieur Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Marie. Oui, monsieur Diomandé. Christine. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, monsieur Diomandé Mamadou. Quand je l'ai trouvé à fond de toi, hein. Vraiment, le quoi, je le salue. Je dis mon chapeau. Oui, il a inspiré. Je salue quand j'allais, je salue Rodia. Oui. Et le seul, c'est faut que je ballot. Oui, mais c'est pas coach Alain, c'est Métchéché. Eh! Voilà. Voilà. On est sur le football ivoirien et africain. Je le salue, chapeau à lui. Et ils ont bien tapé. Merci beaucoup. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Bon, tout personnellement, les dirigeants ont sorte de raison par rapport à limogeage des entraîneurs. Vous savez, ces entraîneurs-là, c'est moi, j'ai Paul Kouadio. Les entraîneurs-là, ils sont chers payés. Et puis, au moment où on va les contacter là, c'est un parole d'honneur que les gars te disent. Bon, moi, je veux vraiment que tu viennes faire remonter cette équipe cette année en division 1. Et je veux que vraiment remonter le métier avec mon équipe. Je dis, bon, pour cela, je demande telle forme. On te fait le vêtement de cette forme et tu viens par rapport à ce que vous avez déjà le sportif et toi la formation. Tu viens maintenant, le rendement est peu.
Et les dirigeants, il y a les dirigeants qui pèsent fort pour les équipes, qui donnent leur vie à une équipe. Maintenant, les dirigeants, il y a les parieurs, il y a les misères sur l'équipe. C'est toujours là, vous voyez, il n'y a pas de rendement. En fait, à chaque pari, les gars paient. Mais c'est président. Parce qu'on a dit ça là, il doit prendre vraiment une baronne, il va nous apprendre à faire. Donc, on essaie de voir comment, il essaie de voir son cas. Et si ça n'avance pas, on dit non. Mais Roger Oué, la Roger Oué, vraiment, lui, les gars mettent dans son pain aussi. Donc, les entraîneurs, c'est comme là. Les gars, ils doivent voir le châtiment des entraîneurs de sportifs. Qui ont des chagrin. Il y en a qui tombent à 50 au cours des matchs perdus. Donc, c'est dit. Oui, monsieur Demandé Madou. Bon, alors, quand il c'est un bon entraîneur pour toi. Et ça va aller. On est ensemble. Merci beaucoup, monsieur Demandé Madou, qui nous appelait donc de Sipilou. La question LGT de ce soir, Ligue 1, Ligue 2. Pourquoi tant d'entraîneurs limogés? On a donc commencé le tour de table avec un entraîneur, justement. Il s'agit de coach Kouadio Georges qui a donné ses arguments. Lui, il touche du doigt les dirigeants, les entraîneurs eux-mêmes et la fédération aussi. Oui. Voilà, d'accord. Vous avez terminé, non? J'ai terminé, mais si après je dois parler, je vais parler. Il n'y a pas de problème. C'est avec plaisir que vous allez parler, coach. Merci beaucoup. Avec merci. Oui, Stéphane, oui, vous. Non, c'est-à-dire que sur le limogeage, j'ai les raisons. Bon, il faut savoir que partout, on limoge les entraîneurs quand même. Ce n'est pas une affaire ivoirienne seulement. En Angleterre, le plus grand championnat au monde, on limoge. Manchester United, la seule équipe de United, je ne sais pas, ils ont combien d'entraîneurs sur ces dernières années. Donc, c'est un fait courant. Oui. Maintenant, les raisons principales, c'est évidemment l'insuffisance des résultats. Les défaites, les contre-performances, oui, peuvent emmener à limoger un entraîneur. Lorsque l'objectif n'est pas atteint, l'objectif de début de saison n'est pas atteint, on peut limoger un entraîneur. Il y a également l'incompatibilité d'humeur entre les dirigeants et l'entraîneur. À un certain moment de la saison, il peut arriver qu'il y ait des désaccords, mais terribles, entre un entraîneur et des dirigeants. On peut donc le limoger. Il peut y avoir également une crise au sein du club, notamment au niveau du banc technique de l'équipe. Une crise au sein du staff, une crise entre les entraîneurs et les joueurs eux-mêmes. Tous ces éléments-là peuvent amener le limogeage des entraîneurs. Moi, cet après-midi, je parlais avec énormément d'entraîneurs pour savoir un peu, mais qu'est-ce qu'il en est? On m'a donné beaucoup d'éléments qui me font dire que les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Il y a la responsabilité des présidents des clubs, il y a la responsabilité des entraîneurs eux-mêmes, etc., etc. On a le temps de développer la chose dans la suite de l'émission, mais il y a aussi bien, quel que soit le camp dans lequel on se trouve, chacun jette la pierre à l'autre camp. Et donc, finalement, ceux qui ont le dernier mot, évidemment, sont les présidents des clubs. Ce sont eux qui sont les employés, les patrons. C'est eux qui décident, c'est eux qui ont le dernier mot. Et fatalement, généralement, pour un club, quand ça ne va pas, la première victime, c'est toujours l'entraîneur. C'est-à-dire qu'on ne change pas un effectif, tout un effectif, parce que l'équipe ne joue pas bien. Le seul maillon qu'on peut enlever pour provoquer un électrochoc, c'est l'entraîneur. Donc voilà un peu les éléments. Mais je reviendrai tout à l'heure sur les responsabilités des différents camps, sur la crise qu'il y a en ce moment, avec le limogeage qui ne s'arrête pas. Ça fait de nombreuses années, mais vraiment de nombreuses années qu'à chaque fois, il y a des entraîneurs qui sont limogés. Au niveau de notre football local, j'évoquerai les différentes responsabilités tout à l'heure. Alors pourquoi tant d'entraîneurs limogés, Ligue 1, Ligue 2? Aimé Tchétché, on vous écoute. Alors, sur ça, je veux simplement dire que les présidents de club pensent que c'est en limogeant un entraîneur qu'on va atteindre ses objectifs. J'ai pratiqué des clubs ici, qui avaient pour leitmotiv de limoger ces entraîneurs. Après, limoger leur entraîneur tous les 5 matchs. C'est l'entraîneur qui est le bouc émissaire. Mais on ne peut pas faire les mêmes choses régulièrement et attendre des résultats positifs. J'ai connu des équipes qui ne veulent pas donner de l'argent, qui ne veulent pas mettre de l'argent dans les recrutements et qui attendent des résultats. Ils attendent quand la saison finit. Quand le mercato finit, ils vont prendre le reste des joueurs là, qui ne peut pas leur coûter plus de 200 000 francs par mois chacun, et ils forment leur équipe. C'est pas bon. C'est pas bon. On utilise les entraîneurs comme des fusibles en Côte d'Ivoire. Mais dans tout ça,
est-ce qu'on a déjà vu un entraîneur venu en remplacement d'un autre devenu champion de Côte d'Ivoire? Jamais. Jamais. C'est le même qui devient champion. C'est l'entraîneur de la SEC qui est champion de Côte d'Ivoire. Le vice-champion, c'est le Stade d'Abidjan, c'est le même entraîneur qu'ils ont depuis 4 ans, depuis qu'ils sont montés en première division. Voilà. Et ils se plaisent à faire ça. Quel objectif il fixe à l'entraîneur quand il l'engage? Moi, j'aimerais bien savoir. On n'engage pas un entraîneur au hasard. Bon, je suis convaincu qu'ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent rompre le contrat à tout moment, quand ils veulent. Il y a que les entraîneurs, là, ils viennent dans les clubs, ils signent avec les clubs sans trop de résistance, parce qu'ils ont la pression financière derrière. Être au chômage, ce n'est pas une bonne affaire. Hein. Exactement. Donc, quand on l'appelle, ils courent. Mais ils se mettent dans des affaires qui ne les honorent pas très souvent. Ils signent même pour des broutilles. Et ça les fragilise. À tel point que pour 1 ou 2 défaites, on les limoge. Mais comment limoger un garçon comme Guamene Maxime, champion de Côte d'Ivoire, qui, au bout de 8 journées, avec quelques matchs en moins, est 10e. On lui enlève le maximum de ses joueurs pour le fragiliser et on le limoge. Ça, c'est un exemple. Et les exemples comme ça sont légion. Mais tous les entraîneurs qui sont partis de leur... Tous ceux qui ont été limogés, là, ces mêmes clubs sont toujours aux mêmes places. Je vais vous donner des exemples. Oui, un instant, Métchétché, juste le temps de prendre l'appelant et puis on va écouter vos exemples. Oui. Monsieur Perico, bonsoir. Il nous appelle de Yakassé Féassé. Bonsoir, Monsieur Perico. Oui, bonsoir, Marie-Christine. Oui, bienvenue sur le plateau de la Grande Type. Voilà, donc je ne veux pas dérober à la tradition, hein, dans celle qui consiste à saluer tout le monde. Bonsoir. Voilà, particulièrement mon ami Roger Stéphane, quand je pas ici. Donc là, vous saluez tout le monde, non? Oui, je salue tout le monde. Voilà. Tout particulièrement. Monsieur Perico, on y va avec la question. Bon, donc, vraiment, j'ai dit hier tout à l'heure, j'ai salué particulièrement parce que, en réalité, Roger a presque tout dit. C'est que nous, maintenant, les appelants, la question est tellement complexe. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire qu'il faudrait que, par exemple, je prends un exemple bien précis, il faudrait que je sois à San Pedro pour savoir pourquoi San Pedro a limogé Guamene. Donc maintenant, tout ce que l'on peut dire, on va spéculer. Mais ce que l'on peut ajouter par rapport à ce que vous dites là, il y a aussi le fait que il y a des entraîneurs qui peuvent s'ériger très souvent en syndicalistes dans leur propre équipe. Parce que vous êtes là, il faut faire de comment on appelle, pour être des psychologues, pour être des... C'est-à-dire vous devez tout faire pour faire vraiment l'embarcation des enfants, comment faire. Mais si souvent c'est vous-même qui les poussez pour pouvoir gréver, pour pouvoir faire comme ça certains matchs, mais le président, lui, qu'est-ce qu'il fait? Parce que nous, on a vu ça avec... je n'ai pas cité des équipes, on a vu. Vous voyez? Bon, maintenant, mais quand je regarde aussi tout ce que vous avez donné, mais à 60%, je pense que c'est du business parce qu'ils sortent ici, ils sont entraînés là-bas, et souvent même, c'est comme s'ils ont permuté. Donc tout ça, c'est du business, moi, à mon avis, parce qu'il y a moins 60% des entraîneurs là qui sont allés dans d'autres équipes. Mais je veux dire quoi, parce qu'il y a l'autre qui a parlé d'école là, il dit qu'un professeur, 30%, mais tout ça, moi je pense que c'est pas le bon exemple, hein, parce que vous savez, si on veut faire la transition entre l'enseignement où nous sommes avec le ballon, c'est très, vraiment là, il ne faut pas faire ça. Parce qu'un professeur, il y a d'abord lui-même sa connaissance, il y a sa pédagogie. Quand le fondateur est convaincu que celui-là, il fait plus de mal à son équipe, à son école, quel que soit ses diplômes universitaires, là, il va lui dire, monsieur, vraiment, sinon malgré que putain, s'il a même 60%, 80%, ça dépend de la manière. D'accord, M. Perico. Donc vous terminez voilà, maintenant, oui. Pour finir, je voudrais dire vraiment merci à comment on appelle, mais l'exemple de l'Africain qu'il a pris, aujourd'hui, on ne joue plus à leur nom.
on dit à les gens qui sont sur le terrain. Si aujourd'hui les gens réussissent à gagner la SEC, ça ne pouvait pas. Aujourd'hui, la SEC ne peut pas se retrouver à 9h là-bas, puis on va parler de la SEC. C'est bien noté. C'est bien noté, M. Perico. Oui. Donc l'Africa m'a fait maquiller aujourd'hui. Merci beaucoup. Là, il est dans le focus. Il n'est plus dans l'actu. Merci beaucoup, M. Perico. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Il est sorti de l'actu, il est même allé dans le focus avec le point. Allez, donc pourquoi tant d'entraîneurs limogés, Ligue 1, Ligue 2? On était avec Aimé Tchétché, il nous donnait même des exemples. Oui, alors le CO Korogo a limogé son entraîneur. Ils sont toujours 16e. Ils n'ont pas bougé. L'équipe de la SOA a limogé son entraîneur. Ils sont toujours 8e. Loza a limogé son entraîneur Michel Bendé. Ils sont toujours 13e. Le Racing Club a limogé Ouattara Mamadou en début de saison. Ils ont pris Cissé. Quelqu'un qui a gagné la Coupe nationale. Hein. C'est qui leur a permis de représenter la Côte d'Ivoire en Coupe CAF. Ils l'ont limogé en début de saison. Et l'équipe, c'est qu'elle est aujourd'hui, elle est toujours 15e. Isca a limogé Grad Cap. Ils sont toujours 10e. Donc, à l'arrivée, rien n'a changé. Okay. Rien n'a changé. Il faut qu'ils nous disent, il faut qu'ils fassent des conférences de presse pour dire pourquoi ils limogent leur entraîneur. Ça aussi, ils peuvent le faire. Puisque souvent, ils prennent des photos avec le nouvel entraîneur pour dire que tel est engagé ici. Voilà. Je trouve qu'on jette trop rapidement, trop vite, l'anathème sur nos entraîneurs. Ce sont des gens qui ont fait des études. Ils travaillent dur pour avoir le diplôme d'entraîneur. Il faut les respecter. Il faut les respecter. Quand ça ne va pas, on trouve tout de suite que c'est l'entraîneur qui ne vaut rien. On le limoge. Alors que vous n'avez pas rempli les conditions. Mais cet entraîneur-là, il vient chez vous, il a ses ambitions, il a envie de devenir quelqu'un, il a envie de gagner quelque chose, mais parce que vous manquez de moyens. D'accord. Voilà, etc. OK, on va revenir sur une partie justement de votre argumentaire, parce que est-ce qu'il est facile déjà de limoger les entraîneurs et puis est-ce que les termes du contrat finalement sont respectés? Mais avant, on va écouter les arguments de Balo sur la question LGT, puisqu'on part en tour de table. Oui, déjà, je vais m'appesantir sur l'impatience. C'est vrai qu'on décrit une impatience des dirigeants, mais je pense que la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'ils ont un cap? Est-ce qu'ils ont un objectif? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait le bilan des objectifs pour un club, à mon avis, soit à la mi-saison ou à la fin de saison. Lorsqu'on recrute un entraîneur, on lui dit qu'à la mi-saison, nous, on souhaiterait que le club soit, si vous voulez, à la 10e place, à la 8e place, à la 9e place, et en fin de saison, que le club soit en Ligue des Champions ou soit, si vous voulez, à une place honorable. Donc le fait d'assister à des limogeages, si vous voulez, des limogeages pas très communs, ça veut dire que ça met en lumière qu'il y a certains dirigeants du football ivoirien qui n'ont pas de cap, qui n'ont pas d'objectif et qui n'ont pas, si vous voulez, de politique sur le long terme. Ça rend compte de cela. Et puis, le second plan, c'est la fragilité des contrats. Parce que je me souviens que récemment, au niveau international, Erik ten Hag, avec de mauvais résultats, n'a pas été limogé de suite à cause de ses indemnités. Parce que Manchester United s'est rendu compte qu'elle allait verser de grosses indemnités à Erik ten Hag. Alors que ce n'est pas tellement le cas pour les clubs locaux. Ce qui veut dire que, juridiquement, en termes de contrat, certains entraîneurs ne sont pas si protégés que cela. Donc, c'est pourquoi l'entraîneur Kwadwo George, tout à l'heure, parlait du fait qu'il y a une forme de responsabilité aussi des entraîneurs. Donc, il y a la fragilité des contrats, il y a le fait que les dirigeants sont à la fois impatients et n'ont pas, je pense, de cap ou d'objectif, mais il y a aussi le fait qu'on a affaire à des clubs qui, si vous voulez, n'ont pas, hormis les entraîneurs, n'ont pas d'option pour pouvoir permettre à leur club de se relancer. Vous savez, pour certains clubs, lorsqu'on a de mauvais résultats, on a soit une bonne politique de formation pour renforcer l'effectif au cas où on n'a pas assez de moyens pour recruter de bons joueurs, pour permettre au club de pouvoir se relancer. Et ce qu'on constate au niveau des clubs ivoiriens, c'est qu'il n'y a pas de socle de formation. Lorsqu'il n'y a pas de socle, lorsqu'on n'a pas assez de moyens pour aller recruter de bons joueurs, eh bien, on s'en prend de manière, si vous voulez, spontanée, de manière immédiate aux entraîneurs, alors que ce n'est pas tellement les résultats. Donc, ça appelle pour moi encore à une structuration des clubs pour bâtir des effectifs
intéressants, des effectifs capables d'obtenir des résultats sur le long terme et pour tout simplement permettre là, à ces clubs de faire un bilan positif en fin de saison. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Dieudonné Nzoué qui nous dit bonsoir, les entraîneurs de Côte d'Ivoire ne sont pas respectés. Donc les présidents de clubs font ce qu'ils veulent. S'il y avait vraiment un syndicat, les contrats sont signés verbalement. Quand c'est comme ça, on ne vous respecte pas. Donc ça rejoint justement ma question. Coach Kouadio Georges, déjà, il y a un syndicat. Bon, oui, vous allez répondre. Moi, je suis et le puis, président. Le président, vous allez répondre. Et puis, est-ce qu'il est facile de limoger un entraîneur? Répondez, Coach Kouadio Georges. Allez. Non, mais j'ai mal quand... Il y a un syndicat. Quand quelqu'un dit que c'est un contrat verbal. Même un contrat verbal, c'est un contrat. Dans un premier temps, je dis aux téléspectateurs qu'un contrat verbal, il fait partie des contrats. Mais sauf que les entraîneurs signent des contrats. Tout dépend de la teneur du contrat. Et pourquoi? Depuis que nous sommes là, l'année dernière, nous avons eu des collègues qui sont venus se plaindre. Nous avons aussi un conseil juridique à qui nous avons déposé les dossiers et on a eu des solutions ont été trouvées. Cette année, voilà près de 11 entraîneurs, mais je n'ai eu personne qui est venu me dire que mon contrat n'a pas été respecté. Donc, excusez-moi, on rappelle que vous êtes le président du syndicat des entraîneurs et cadres techniques de football de Côte d'Ivoire. Voilà, donc le syndicat existe bel et bien. Mais le syndicat existe. Donc, pour dire que si un entraîneur ne vient pas se plaindre parce qu'il a été limogé d'une manière abusive, nous n'allons pas nous jeter, aller dire que pourquoi est-ce que vous avez limogé? C'est quand on se plaint, quand on a un dossier et puis on défend notre collègue. Donc, dire que les entraîneurs ivoiriens ne se respectent pas, et on vient, ils vont s'asseoir, on les appelle, allez-y vous asseoir pour que vous entraînez. Non. Je pense que des contrats... C'est quoi la durée minimum d'un contrat de travail? Mais tout dépend de ce que vous avez convenu avec votre employeur. Il peut même vous donner un contrat de 3 mois, juste pour terminer une saison. Voilà. Maintenant, si vous signez un contrat de 2 ans, en principe, vous devez aller jusqu'au terme de ces 2 ans, ou bien que vraiment, si on trouve que ça ne marche pas du tout, on peut rompre, mais il faut qu'il y ait un peu de patience parce que ce n'est pas des cultivateurs qu'on prend à la place des entraîneurs. C'est des entraîneurs, des gens qui ont été à l'école, qui sont de bons cadres et qui ont leur diplôme et qui entraînent. Donc, il faut aussi assainir l'environnement. On n'a rien du tout contre les cultivateurs qui sont des travailleurs nobles. Non, moi, c'est pour dire que... Oui, c'est pour dire que des gens... Le cultivateur, il est indépendant. Non, c'est même pas qu'il soit indépendant, mais ce n'est pas son métier. Donc, il ne peut pas venir entraîner et l'entraîneur aussi n'ira pas prendre ça d'abord. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire qu'on ne peut pas prendre n'importe qui pour venir faire. C'est des gens qui ont été à l'école, qui ont été formés, qui ont des parchemins et qui viennent. Et la fédération sait qu'ils ont ce parchemin et qu'ils sont capables de pouvoir répondre à un contrat. Mais si cet entraîneur-là, il a accepté d'être limogé et que ses droits lui ont été donnés. Moi, je n'ai aucune preuve. Aucune preuve. Voilà. Non, ce n'est pas ma faute. D'accord. Mais s'il vient se plaindre, alors on ira voir le conseil juridique. Exactement. Voilà. Et nous avons Soumaoro Lassina Barissi, ex-entraîneur d'Issia Ouazi, et Hamza Gamal, président du FC Oza, qui ont bien voulu s'exprimer sur la question LGT de ce soir. On les écoute. Il est à la fois complexe et pertinent. Parce que concernant le limogeage des entraîneurs, que ce soit au niveau de la Ligue 1, au niveau de la Ligue 2, je pense que tout dépend du contenu des contrats qui vous est lié. C'est-à-dire qu'entre l'entraîneur et le club. En un premier temps, moi je trouve que les contrats ne sont pas fiables. Le contenu des contrats en lui-même n'est pas fiable. Parce que si le contenu était fiable, et que ça protégeait l'entraîneur et puis le club. Et je pense que le limogeage n'allait pas se faire en désordre. Il y a un peu quand même, je pense qu'il y a une légèreté, que ce soit même au niveau des entraîneurs, au niveau même des clubs. Et les clubs en général, ils font des contrats à leur guise. Et c'est ça qui est marrant. Et je pense que la fédération en elle-même, elle doit considérer
elles doivent considérer, elles doivent connaître même le contenu même du contrat d'abord avant de les valider. Ce que je voulais souligner, vous devez savoir qu'un coach qui est limogé ne veut pas dire qu'il n'a pas de niveau. Et les exemples sont légion. Un coach peut être meilleur ici et ailleurs il est moins, quoi. Donc pour moi c'est le choix du président par rapport aux objectifs fixés dans son club. Et quand ce n'est pas atteint, il faut passer à autre chose. Voilà, parfois il y a plein de choses qui peuvent être la cause de ça, et ça dépasse l'objectif. Mais il est précis encore. Un coach qui est limogé, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de niveau. Non. Voilà, tu peux carburer dans un club et tu vas dans un autre club, ça se passe autrement, quoi. Vice versa. Voilà. Donc pour moi, c'est un peu ça. Roger Stéphane, impression après... Bon, écoutez, je veux dire, les propositions équilibrées. Moi, j'entends le président Hamza Gamal là. Non, le président Gamal dit que quand on a limogé un entraîneur, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le niveau. Si on a limogé un entraîneur, principalement pour lui, c'est que les objectifs ne sont pas atteints. Et vous me donnez l'occasion, moi, de revenir sur les responsabilités par rapport à ce que j'ai entendu cet après-midi sur le sujet. En ce qui concerne les présidents, on dit des présidents qu'ils manquent de projets à long terme. Ils n'ont pas de projet à long terme, c'est l'un de leurs problèmes. Ils n'ont pas parfois d'objectifs fixes. Tantôt en début de saison, c'est le maintien, tantôt c'est le podium, tantôt c'est le titre. On ne sait pas quels sont leurs objectifs. Ensuite, il y a parfois des règlements de compte entre les présidents et les entraîneurs quand il y a un désaccord en pleine saison. Après, les présidents de club imposent parfois des joueurs aux entraîneurs. Ils imposent des joueurs aux entraîneurs et ça envoie des clashs. Et puis après, ils ne créent pas de conditions de travail, ils ne dégagent pas les moyens qu'il faut, il y a des salaires au rabais qui ne permettent pas aux entraîneurs dans de bonnes conditions de faire les résultats. Voilà ce qui est reproché de façon générale par tous les présidents, à certains présidents des clubs. Sur les entraîneurs, on dit qu'il n'y a pas d'existence de contrat. Parfois, c'est des accords à l'amiable entre amis et quand ça tourne mal, on se plaint. Il n'y a pas de contrat qui existe véritablement entre eux. On dit qu'il y a un manque de caractère des entraîneurs, qu'il faut qu'ils ne sont pas capables de tenir tête à un président sur des sujets de désaccord. Parce qu'un monsieur comme Mourinho, il est capable de tenir tête à un président. On dit qu'il y a de la complaisance dans le choix de certains entraîneurs. La plupart des entraîneurs, quand ils signent à un club, ils vont avec leurs bons petits. Ça se dit dans le jargon, les bons petits, on les fait jouer, quand ils n'ont pas le niveau, après ça envoie des problèmes. On dit encore qu'il y a un manque de recyclage de la part des entraîneurs. Certains sont dépassés. Le football, il va très très vite. Ils ont des diplômes depuis quelques années. Ils ne se remettent pas au bout du jour. Ça va vite, ils sont dépassés par les événements. On reproche également à certains, ce n'est pas tous, hein, leur niveau intellectuel. Certains sont dans des situations précaires, de telle sorte qu'ils se jettent sur le premier accord qui ne les arrange pas. Et au finish, ça crée la situation qu'on a. Mais maintenant, regardons. Je parlais cet après-midi avec le président Adsen, président de l'association des entraîneurs de Côte d'Ivoire. À côté de moi, il y a le président des syndicats des entraîneurs éducateurs de Côte d'Ivoire. Sur les 11 limogeages qu'on a eu cette saison, combien d'entraîneurs ont approché leur association, leurs syndicats? Aucun. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de licenciement abusif. Ça veut dire qu'ils sont d'accord sur les licenciements. Ça veut dire qu'ils ont été licenciés pour mauvais résultats et pour insuffisance de résultats. Et l'objectif n'est pas atteint. Parce que s'il y avait été des licenciements abusifs, ils auraient approché leur association ou ils auraient approché leur syndicat. Mais s'ils ne l'ont pas fait, ça veut dire implicitement que les présidents sont dans leur bon droit de les limoger. Et c'est ça le drame dans cette corporation, dans ce milieu. Moi, quand je discute avec mes aînés entraîneurs, notamment le père à côté de moi et autres, Alain Nyoncia, je leur dis toujours que votre problème, ce n'est pas les autres. Votre problème, c'est vous-même. Si vous ne légiférez pas suffisamment dans votre corporation, pour être bien organisé, pour être professionnel, pour baliser votre association, mais les présidents des clubs vont vous traiter comme ils veulent. Ce n'est pas eux, c'est vous-même. C'est d'abord à votre niveau que doit se faire. Sur 11 licenciements, nous on parle de licenciement abusif. Aucun n'a approché syndicat et association. Ça veut dire que les présidents des clubs sont dans leur bon droit. C'est tout simplement ce que ça veut dire, à mon avis. Oui, mais ça, je l'ai dit, hein, l'entraîneur qu'on approche, il a des soucis. Il a des soucis matériels. Il plonge tout de suite sur l'occasion qui lui est offerte. Mais ça a des conséquences. Après, ça veut dire qu'il ne signe pas de contrat, il n'a même pas confiance en lui, et du coup, le président peut le limoger quand il veut. Mais bref, sur le bilan, sur quoi les présidents de club, je ne dis pas tout ça, sur quoi les présidents de club se basent pour limoger un entraîneur dans la première manche d'un championnat. On n'est même pas à la 15e journée. Que déjà, depuis la 7e journée, ils ont limogé certains. C'est sur la base de quoi? C'est quoi?
Et ils attendaient qu'il fasse 7 matchs. Excusez-moi, mais déjà, je ne sais pas comment on arrive à expliquer le fait qu'il y a des entraîneurs comme Cissé Lazare du RCA, Cablan Marcelin ou même Abi Yao, ils ont été maintenus à leur poste alors que, malgré les mauvais résultats. Mais parce que certainement, ils ont confiance à les dirigeants ont confiance à leur entraîneur. Ils savent que sur la deuxième partie du championnat, ils vont renforcer leur effectif et ils vont remonter la pente. Voilà. Voilà, mais ça, c'est d'un commun accord avec l'entraîneur. C'est un projet. Voilà. On sait tous qu'en début de saison, ils ont des objectifs spécifiques. Et au fur et à mesure que le championnat avance, les objectifs spécifiques deviennent des objectifs généraux. Ça, c'est connu. Et donc, dans la précipitation, oui, ben écoute, je suis 16e, je limoge mon entraîneur. Il faut que les gens arrêtent ça. Donc finalement, on doit s'attendre à d'autres limogeages? Ah oui. Sur la seconde partie, il faut forcément s'attendre à d'autres limogeages. Ceux qui viennent d'arriver là. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours avoir sa valise prête quand on est entraîneur. C'est vrai que coach Alain l'a dit une fois. Ouais. Oui, Balo. Oui, je pense que clairement, c'est vrai qu'on peut estimer, on peut supposer qu'il n'y a pas eu de licenciement abusif, mais ça ramène un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, ça ramène au fait que les dirigeants véritablement n'ont pas une clarté, une politique de clarté vis-à-vis des entraîneurs. Et il faut rappeler aussi qu'il y a aussi les supporters, pas dans tous les clubs, mais dans certains clubs. Il y a aussi la pression des supporters qui est incessante, qui est très forte. Et ça emmène au fait qu'un dirigeant ne doit pas se laisser influencer par ses supporters. On en veut pour preuve également maître Roger Ognien. Il faut savoir que Julien Chevalier ne fait pas l'unanimité au sein des supporters de l'ASEC Mimosa, mais il a pris la décision, compte tenu des objectifs clairs, si vous voulez, de la politique bien définie, de la collaboration bien définie entre l'entraîneur et le président, il a décidé, contre vents et marées, de maintenir Julien Chevalier. Mais effectivement, compte tenu du fait qu'il y a encore, si vous voulez, l'effet de mode qui date depuis la saison dernière, oui, on doit s'attendre encore à des limogeages. Mais je pense que les conséquences, ce sont les dirigeants et les clubs qui vont en payer. Parce que si vous limogez un entraîneur en coup de saison, il y a toute une machine à remettre en cause. C'est-à-dire un entraîneur qui doit être habitué à des joueurs, des joueurs qui doivent s'habituer à un nouveau discours. Donc c'est compliqué, ce sont les dirigeants et les clubs qui en feront les frais. Pourquoi tant d'entraîneurs limogés Ligue 1 et Ligue 2? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. Personnellement, je pense que c'est le manque d'expérience des coachs. Voilà, parce qu'ils ont eu tout le temps de faire les transferts, d'appeler les joueurs qu'il faut appeler pour pouvoir donner des résultats. Le limogeage est conçu par le staff technique. Au fait, le staff technique est tout agité, donc du coup ça agit sur les joueurs et ça ne donne pas les bons résultats, raison pour laquelle ils sont limogés. Selon moi, cela peut être réparti par plusieurs volets. Dans un premier temps, je dirais que peut-être que l'entraîneur qui se fait limoger n'a pas donné les attentes de ce que le club lui demande. Du moment où les dirigeants, le résultat que tu donnes n'est pas ce qu'attendent les dirigeants, on considère que tu as un manque d'expérience. Souvent, il y a l'équipe qui ne va pas bien. Et lorsqu'il y a du changement d'entraîneur, l'entraîneur vient avec son système. Et souvent, il y a... Voilà, la grande team ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs, pour vos interventions sur ce sujet brûlant. Merci, Roger Stéphane. Merci, coach Kouadio Georges. Merci, notre colombe. Merci, Aimé Tchétché. Je vous en prie. Merci, Balo. Coach Kouadio Georges n'est pas du tout content, mais vous restez un amour. Merci. Voilà. Merci, très chers téléspectateurs. On se retrouve demain en direct. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.